Test 3. Le pouvoir d'achat sur des décennies. En 1930, une once d'or achetait un costume pour homme de haute qualité. En 2026, une once d'or achète toujours un costume pour homme de haute qualité. Ce n'est pas un slogan marketing de marchand d'or. L'économiste Roy Jastram a suivi le pouvoir d'achat de l'or sur 200 ans de données de marché primaire. Le ratio n'est pas parfaitement constant, mais la livre et le dollar ont chacun perdu la grande majorité de leur pouvoir d'achat depuis la fin de l'étalon or. L'or ne l'a pas perdu. Mais voici ce que les défenseurs de l'or ne vous disposent pas toujours. En 1980, la peur était à son comble et tout le monde achetait de l'or. Puis le prix s'est effondré et a continué de baisser pendant près de 20 ans. Une personne d'âge mûr qui avait acheté à ce sommet pour protéger sa retraite et qui avait besoin de cet argent au moment de sa retraite a été dévastée. L'or n'a pas retrouvé son pouvoir d'achat réel à partir de ce moment-là avant 45 ans. L'or est une réserve de valeur générationnelle. Ce n'est pas toujours une réserve de valeur sur 20 ans. Maintenant, le Bitcoin. Le Bitcoin a été lancé en 2009 à un prix si dérisoire qu'il est difficile de l'exprimer de manière significative. Dans les années qui ont suivi, il s'est apprécié plus que n'importe quel actif dans l'histoire financière enregistrée. Et il a aussi chuté plus violemment que presque n'importe quel actif dans l'histoire financière enregistrée. À 4 reprises distinctes, le Bitcoin a perdu plus des 3 quarts de sa valeur. Pas dans un déclin lent, mais dans une déroute. Après le premier grand crack, il a été enterré. Fini, mort. Puis il est revenu plus haut. Après le deuxième crack, il a été enterré à nouveau. Puis il est revenu plus haut. Après le troisième, la même chose. Après le quatrième, pareil. Chaque crack a été suivi d'un nouveau sommet historique. C'est l'argument historique le plus honnête du Bitcoin. Pas la stabilité, pas la prévisibilité, mais la reprise asymétrique. Mais voici la question sur le pouvoir d'achat que 16 ans de données ne peuvent leur résoudre. Quand Nixon a fermé la fenêtre de l'or a progressé pendant 9 années consécutives. Cela ressemblait à une appréciation permanente pour tous ceux qui achetaient près du sommet. Puis sont venues 2 décennies de déclin, puis la reprise, puis un nouveau sommet historique. Le schéma n'a pris sens qu'avec le recul. Le Bitcoin suit-il le même arc, un nouvel actif monétaire trouvant son prix en temps réel avec des cycles violents en cours de route? Personne ne le sait, y compris moi, y compris les personnes qui sont les plus certaines. L'or réussit le test 3 sur des siècles, mais peut vous punir sur des décennies si vous achetez à un sommet dicté par la peur. Le Bitcoin réussit le test 3 sur sa propre courte histoire, avec la réserve que 16 ans ne constituent pas une histoire. C'est un point de données. Test 4, risque de contrepartie. C'est là que la distinction entre l'actif et l'institution qui le détient devient l'argument central. L'or physique détenu en votre propre possession n'a aucune contrepartie. Aucune. Il n'y a aucune entreprise qui puisse faire faillite et l'emporter avec elle. Aucune banque qui puisse le geler. Aucun gouvernement qui puisse annuler une transaction numériquement. Aucun intermédiaire d'aucune sorte. Ce n'est pas une caractéristique de l'or. C'est la définition même de l'or physique. Mais l'or papier, les ETF or, les certificats d'or, l'or détenu dans une banque ou un compte alloué, présentent exactement le même risque de contrepartie que n'importe quel autre produit financier, car c'est un produit financier. Un droit sur l'or, pas de l'or. La leçon de 1933 n'est pas que l'or a été confisqué. La leçon est que les droits papier sur l'or ont été confisqués et que l'or physique sans trace écrite ne l'a pas été. Frederick Campbell avait un reçu. Le gouvernement l'a trouvé. Les Américains qui n'ont rien dit ont caché leurs pièces et n'ont gardé aucun registre. Le gouvernement n'a rien trouvé. Maintenant, le Bitcoin. Le protocole Bitcoin lui-même n'a pas de contrepartie. Aucune entreprise ne le contrôle. Aucun gouvernement ne l'a émis. L'offre totale est de plafonner à 21 millions de pièces inscrites dans le code. Ce nombre ne peut pas être modifié sans l'accord coordonné de la majorité de l'ensemble du réseau mondial, lequel a résisté à toutes les tentatives de modification. Le protocole fonctionne sans interruption depuis 16 ans, sans une seule brèche réussie. Mais le Bitcoin détenu sur une plateforme d'échange présente exactement le même risque de contrepartie que l'or papier, car c'est un droit sur du Bitcoin, pas du Bitcoin. Même Mt. Gox était un droit sur du Bitcoin. FTX était un droit sur du Bitcoin. Les deux droits sont tombés à zéro.
Il existe un second risque propre au Bitcoin, sans équivalent précis pour l'or. Si vous détenez vos propres clés, ce qui signifie que vous êtes votre propre banque, et que vous perdez la clé privée, le Bitcoin est perdu de façon permanente, irrécupérable, pour toujours. Il n'y a pas de gestionnaire de coffre à appeler, pas de service de récupération, pas d'autorité centrale capable de contourner le chiffrement. On estime qu'une part importante de tous les bitcoins ayant jamais existé est définitivement bloquée derrière des mots de passe perdus et des clés oubliées, scellées par des mathématiques que personne ne peut briser et que personne ne dépensera jamais. Il existe un programmeur nommé Stephen Thomas qui a été payé en bitcoin en 2011 pour avoir créé une explication animée de ce qu'était le bitcoin. Il a stocké les clés privées sur une clé USB chiffrée. Il a écrit le mot de passe sur un morceau de papier. Il a perdu le papier. La clé USB n'autorise que 10 tentatives de mot de passe avant de chiffrer définitivement son contenu. Il en a utilisé 8. Il reste 2 essais. Au sommet du Bitcoin, cette clé bloquée contenait une fortune assez grande pour changer tous les aspects de sa vie. Il n'a pas encore tenté les 2 essais restants. Il ne peut s'y résoudre. C'est un risque sans équivalent historique pour l'or. Le papier brûle, le coffre est inondé, mais l'or demeure. Les 2 actifs réussissent sur le test 4 si et seulement si vous détenez l'actif en autoconservation directe. Les 2 échouent dès qu'une institution s'en mêle. L'or échoue avec un dépositaire. Le Bitcoin échoue avec un dépositaire ou une clé perdue. Test 5. En dehors du système. Le test 4 concernait les personnes qui détiennent de votre actif. Le test 5 concerne l'environnement qui vous permet de l'utiliser. L'or a été reconnu comme précieux dans chaque civilisation humaine de l'histoire enregistrée. Sans exception, il n'existe aucun cas documenté d'une société ayant rencontré de l'or et n'ayant pas compris sa valeur. L'or ne nécessite pas d'électricité. Il ne nécessite pas d'Internet. Il ne nécessite pas de contrepartie comprenant la cryptographie ou possédant un appareil compatible. Un marchand dans la Séville du XVIIe siècle et un commerçant dans l'ancienne Mésopotamie tenaient la même chose entre leurs mains et comprenaient son poids sans explication. Le Bitcoin ne peut pas fonctionner sans une chose dont l'or n'a jamais eu besoin, la permission. Non pas d'un dépositaire, nous avons déjà traité ce point, mais de l'environnement légal et réglementaire qui détermine si le Bitcoin peut être converti en quoi que ce soit de dépensable, si les banques qui le relient à l'économie du dollar sont autorisées à opérer, si le gouvernement en place décide que l'infrastructure qui l'entoure reste ouverte ou est discrètement fermée. L'or a été accepté comme moyen de paiement dans chaque civilisation de l'histoire documentée. Aucune autorisation gouvernementale requise, pas d'application, pas de plateforme, pas de compte bancaire. Une pièce est une pièce. Son poids parle pour lui-même. Le Bitcoin nécessite un environnement où les transactions sont légales, où l'infrastructure pour l'utiliser reste ouverte et où quelqu'un à l'autre bout peut le recevoir sans risque pour lui-même. Cette dernière condition est celle que le gouvernement américain peut contrôler sans toucher à une seule pièce. En 2023, les régulateurs fédéraux ont lancé ce que l'industrie de la crypto a appelé l'opération Chokepoint 2.0. Les régulateurs bancaires ont envoyé des directives informelles aux banques pour les décourager de servir les entreprises de crypto. Signature Bank, l'une des principales banques servant l'industrie crypto, a été saisie par les régulateurs. Silvergate, l'autre grande banque favorable à la crypto, s'est effondrée la même semaine. Du jour au lendemain, les rampes d'accès et de sortie qui reliaient le Bitcoin à l'économie du dollar avaient disparu. Les détenteurs de Bitcoin avaient toujours leurs pièces. Ils n'avaient simplement plus de moyens simples de les convertir en quoi que ce soit qu'ils pourraient utiliser pour payer une hypothèque, acheter des produits d'épicerie ou répondre à un appel de marge. Les pièces n'ont pas été saisies, les clés n'ont pas été prises, le chiffrement n'a pas été brisé, la tuyauterie a été retirée. C'est la vulnérabilité réelle du Bitcoin pour un Américain détenant une fortune importante. Pas une panne de courant, pas un gouvernement étranger. Le même gouvernement qui a signé le décret 6.2 en 1933 peut aujourd'hui rendre le Bitcoin fonctionnellement inutilisable sans confisquer une seule pièce, simplement en décidant quelles banques sont autorisées à servir quelles industries. Et voici la complication qui impose l'honnêteté intellectuelle. En 1933, les Américains qui voulaient déplacer de l'or à travers une frontière
faisait face à quelque chose de très spécifique, le poids. Une quantité significative de richesse en or est lourde. Elle est détectable. Les agents des douanes savent à quoi ressemble un homme transportant des sommes importantes en or, car l'or est physique et la physique ne se négocie pas. La réponse du Bitcoin à ce problème est réelle. Une personne qui a mémorisé 12 mots peut traverser n'importe quel aéroport du monde, passer n'importe quelle inspection douanière, franchir n'importe quel scanner sans transporter le moindre objet physique et de l'autre côté, reconstituer sa fortune entière de mémoire seulement. Aucun agent des douanes n'a jamais saisi des mots mémorisés. L'or réussit le test 5 pour le stockage. Il fonctionne dans n'importe quel scénario, dans n'importe quel pays, avec n'importe quelle contrepartie. 5000 ans de preuves. Mais l'or échoue au test 5 pour le mouvement. Dès que vous essayez de transporter une richesse sérieuse à travers une frontière, la physique travaille contre vous. Le poids est réel. Le risque de saisie est réel. L'histoire confirme les deux. Le Bitcoin réussit le test 5 pour le mouvement. 12 mots mémorisés traversent n'importe quelle frontière du monde sans être détectés. Mais le Bitcoin échoue au test 5 quand le gouvernement supprime l'infrastructure qui le rend dépensable. Non pas par la force, mais en coupant discrètement les banques qui le servent. Les pièces restent. L'utilité disparaît. Aucun des deux actifs ne remplit les deux conditions. Chacun réussit là où l'autre échoue. La question n'est pas de savoir lequel réussit. La question est de savoir avec quel échec vous pouvez vivre. Ce que les banques centrales vous disent. Il y a un signal qui vaut plus que l'opinion de n'importe quel individu. Les banques centrales achètent de l'or au taux le plus élevé depuis les années 1950. 3 années consécutives d'achat record. Et puis, il y a la Russie. Quand l'Occident a gelé les réserves souveraines de la Russie en février 2022, l'effet a été immédiat et chirurgical. Des centaines de milliards de dollars en avoirs numériques, en titres, en devises étrangères et en obligations ont été gelés d'une simple pression de touche. Les comptes ont simplement cessé de fonctionner. L'or que la Russie détenait physiquement à Moscou était intouchable. Chaque once parce qu'aucune institution étrangère ne le contrôlait. Parce qu'aucune pression de touche ne pouvait l'atteindre. Cet or s'est depuis considérablement apprécié. Les réserves numériques gelées restent gelées. Les actifs numériques détenus dans des systèmes étrangers peuvent être saisis par une action gouvernementale coordonnée sans avertissement. L'or en détention nationale ne le peut pas. Une enquête du Conseil mondial de l'or a révélé que près d'un tiers de toutes les banques centrales ont l'intention d'augmenter leurs réserves d'or au cours de l'année à venir. Le chiffre le plus élevé depuis le début de l'enquête. Pas une seule banque centrale au monde n'a officiellement adopté le Bitcoin comme actif de réserve. Il y a une exception qui mérite d'être nommée et examinée attentivement. En 2021, le Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Acceptation obligatoire, portefeuille soutenu par le gouvernement. Un pari présidentiel sur un nouveau système monétaire. 4 ans plus tard, sous la pression du Fonds monétaire international comme condition d'un accord de prêt, le Salvador l'a discrètement annulé. Le Bitcoin a été rétrogradé de monnaie légale à volontaire. L'expérience a duré un mandat présidentiel. Les États-Unis détiennent une réserve stratégique de Bitcoin, constituée entièrement de pièces saisies lors de procédures pénales. La Réserve fédérale ne détient pas de Bitcoin. Les banques centrales détiennent de l'or en tant que capital de premier rang selon les règles bancaires internationales. Le Bitcoin n'a pas une telle classification. Les personnes disposant des informations les plus complètes, des horizons temporels les plus longs et ayant le plus à perdre, choisissent toujours l'or. C'est un point de données. Ce n'est pas un verdict. La question à laquelle l'histoire ne peut pas encore répondre maintenant. La question non résolue. Frederick Barber Campbell avait son or dans un coffre. Le gouvernement a trouvé la trace écrite. Ils l'ont pris. Stephen Thomas a son Bitcoin dans un coffre. Il a créé le mot de passe. Il a perdu le mot de passe. Il ne peut pas le sortir. La véritable leçon de ces deux histoires est-elle la même? Qu'aucune réserve de valeur n'est plus sûre que le système ou la personne chargée de la conserver. L'or a survécu à chaque empire, chaque monnaie, chaque gouvernement qui a tenté de le contrôler. Le solidus a circulé pendant des siècles après la chute de Rome.
Les mathématiques de l'or n'ont rien exigé de l'histoire pour continuer à fonctionner. Le Bitcoin a survécu à des cracks qui auraient mis fin à n'importe quelle autre classe d'actifs et s'est remis de chacun d'eux. Le protocole n'a jamais été forcé, mais il n'a jamais survécu à ce que l'or a survécu. Une guerre mondiale, l'effondrement d'un empire, un gouvernement qui a décidé par un simple décret présidentiel que sa possession privée était un crime. Voici la question que je vais vous laisser. Le gouvernement de 1933 pouvait prendre votre or s'il était visible. Il ne pouvait pas toucher à ce qu'il ne pouvait pas voir. Le gouvernement de 2026 ne peut pas briser le chiffrement du Bitcoin, mais il peut discrètement supprimer l'infrastructure qui rend le Bitcoin dépensable. Et il a déjà démontré qu'il est prêt à faire exactement cela. Les deux actifs ont une version de la même vulnérabilité. La visibilité pour l'or, la permission pour le Bitcoin. La question à laquelle chaque personne regardant ceci doit répondre pour elle-même n'est pas de savoir quel actif c'est le plus sûr dans l'abstrait. C'est de savoir quelle menace elle juge la plus probable de son vivant. Un gouvernement qui s'en prend à ce qu'il peut voir et peser, ou un gouvernement qui fait discrètement pression sur les banques pour qu'elles cessent de servir toute une industrie, laissant l'actif intact mais impossible à dépenser. L'histoire a produit les deux. Elle ne nous a pas dit lequel viendra ensuite. C'est la question. Merci d'avoir regardé. Si cette comparaison historique a changé votre vision des actifs dans votre propre coffre, abonnez-vous et aimez la vidéo. Nous découvrons l'histoire financière qu'ils ont essayé d'enterrer. Sécurisez votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert. Test 3. Le pouvoir d'achat sur des décennies. En 1930, une once d'or achetait un costume pour homme de haute qualité. En 2026, une once d'or achète toujours un costume pour homme de haute qualité. Ce n'est pas un slogan marketing de marchand d'or. L'économiste Roy Jastram a suivi le pouvoir d'achat de l'or sur 200 ans de données de marché primaire. Le ratio n'est pas parfaitement constant, mais la livre et le dollar ont chacun perdu la grande majorité de leur pouvoir d'achat depuis la fin de l'étalon or. L'or ne l'a pas perdu. Mais voici ce que les défenseurs de l'or ne vous disent pas toujours. En 1980, la peur était à son comble et tout le monde achetait de l'or. Puis le prix s'est effondré et a continué de baisser pendant près de 20 ans. Une personne d'âge mûr qui avait acheté à ce sommet pour protéger sa retraite et qui avait besoin de cet argent au moment de sa retraite a été dévastée. L'or n'a pas retrouvé son pouvoir d'achat réel à partir de ce moment-là avant 45 ans. L'or est une réserve de valeur générationnelle. Ce n'est pas toujours une réserve de valeur sur 20 ans. Maintenant, le Bitcoin. Le Bitcoin a été lancé en 2009 à un prix si dérisoire qu'il est difficile de l'exprimer de manière significative. Dans les années qui ont suivi, il s'est apprécié plus que n'importe quel actif dans l'histoire financière enregistrée. Et il a aussi chuté plus violemment que presque n'importe quel actif dans l'histoire financière enregistrée. À 4 reprises distinctes, le Bitcoin a perdu plus des 3/4 de sa valeur. Pas dans un déclin lent, mais dans une déroute. Après le premier grand crack, il a été enterré. Fini, mort. Puis il est revenu plus haut. Après le deuxième crack, il a été enterré à nouveau. Puis il est revenu plus haut. Après le troisième, la même chose. Après le quatrième, pareil. Chaque crack a été suivi d'un nouveau sommet historique. C'est l'argument historique le plus honnête du Bitcoin. Pas la stabilité, pas la prévisibilité, mais la reprise asymétrique. Mais voici la question sur le pouvoir d'achat que 16 ans de données ne peuvent leur résoudre. Quand Nixon a fermé la fenêtre de l'or a progressé pendant 9 années consécutives. Cela ressemblait à une appréciation permanente pour tous ceux qui achetaient près du sommet. Puis sont venues 2 décennies de déclin, puis la reprise, puis un nouveau sommet historique. Le schéma n'a pris sens qu'avec le recul. Le Bitcoin suit-il le même arc, un nouvel actif monétaire trouvant son prix en temps réel avec des cycles violents en cours de route? Personne ne le sait, y compris moi, y compris les personnes qui sont les plus certaines. L'or réussit le test 3 sur des siècles, mais peut vous punir sur des décennies si vous achetez à un sommet dicté par la peur. Le Bitcoin réussit le test 3 sur sa propre courte histoire, avec la réserve que 16 ans ne constituent pas une histoire. C'est un point de données. Test 4, risque de contrepartie. C'est là que la distinction entre l'actif et l'institution qui le détient devient l'argument central. L'or physique détenu en votre propre possession n'a aucune contrepartie. Aucune.
Il n'y a aucune entreprise qui puisse faire faillite et l'emporter avec elle. Aucune banque qui puisse le geler. Aucun gouvernement qui puisse annuler une transaction numériquement. Aucun intermédiaire d'aucune sorte. Ce n'est pas une caractéristique de l'or. C'est la définition même de l'or physique. Mais l'or papier, les ETF or, les certificats d'or, l'or détenu dans une banque ou un compte alloué, présentent exactement le même risque de contrepartie que n'importe quel autre produit financier, car c'est un produit financier. Un droit sur l'or, pas de l'or. La leçon de 1933 n'est pas que l'or a été confisqué. La leçon est que les droits papier sur l'or ont été confisqués et que l'or physique sans trace écrite ne l'a pas été. Frederick Campbell avait un reçu. Le gouvernement l'a trouvé. Les Américains qui n'ont rien dit ont caché leurs pièces et n'ont gardé aucun registre. Le gouvernement n'a rien trouvé. Maintenant, le Bitcoin. Le protocole Bitcoin lui-même n'a pas de contrepartie. Aucune entreprise ne le contrôle. Aucun gouvernement ne l'a émis. L'offre totale est de plafonner à 21 millions de pièces inscrites dans le code. Ce nombre ne peut pas être modifié sans l'accord coordonné de la majorité de l'ensemble du réseau mondial, lequel a résisté à toutes les tentatives de modification. Le protocole fonctionne sans interruption depuis 16 ans, sans une seule brèche réussie. Mais le Bitcoin détenu sur une plateforme d'échange présente exactement le même risque de contrepartie que l'or papier, car c'est un droit sur du Bitcoin, pas du Bitcoin. Même Mt. Gox était un droit sur du Bitcoin. FTX était un droit sur du Bitcoin. Les deux droits sont tombés à zéro. Il existe un second risque propre au Bitcoin, sans équivalent précis pour l'or. Si vous détenez vos propres clés, ce qui signifie que vous êtes votre propre banque, et que vous perdez la clé privée, le Bitcoin est perdu de façon permanente, irrécupérable, pour toujours. Il n'y a pas de gestionnaire de coffre à appeler, pas de service de récupération, pas d'autorité centrale capable de contourner le chiffrement. On estime qu'une part importante de tous les bitcoins ayant jamais existé est définitivement bloquée derrière des mots de passe perdus et des clés oubliées, scellées par des mathématiques que personne ne peut briser et que personne ne dépensera jamais. Il existe un programmeur nommé Stephen Thomas qui a été payé en bitcoin en 2011 pour avoir créé une explication animée de ce qu'était le bitcoin. Il a stocké les clés privées sur une clé USB chiffrée. Il a écrit le mot de passe sur un morceau de papier. Il a perdu le papier. La clé USB n'autorise que 10 tentatives de mot de passe avant de chiffrer définitivement son contenu. Il en a utilisé 8. Il reste 2 essais. Au sommet du Bitcoin, cette clé bloquée contenait une fortune assez grande pour changer tous les aspects de sa vie. Il n'a pas encore tenté les 2 essais restants. Il ne peut s'y résoudre. C'est un risque sans équivalent historique pour l'or. Le papier brûle, le coffre est inondé, mais l'or demeure. Les 2 actifs réussissent sur le test 4 si et seulement si vous détenez l'actif en autoconservation directe. Les 2 échouent dès qu'une institution s'en mêle. L'or échoue avec un dépositaire. Le Bitcoin échoue avec un dépositaire ou une clé perdue. Test 5. En dehors du système. Le test 4 concernait les personnes qui détiennent de votre actif. Le test 5 concerne l'environnement qui vous permet de l'utiliser. L'or a été reconnu comme précieux dans chaque civilisation humaine de l'histoire enregistrée. Sans exception, il n'existe aucun cas documenté d'une société ayant rencontré de l'or et n'ayant pas compris sa valeur. L'or ne nécessite pas d'électricité. Il ne nécessite pas d'Internet. Il ne nécessite pas de contrepartie comprenant la cryptographie ou possédant un appareil compatible. Un marchand dans la Séville du XVIIe siècle et un commerçant dans l'ancienne Mésopotamie tenaient la même chose entre leurs mains et comprenaient son poids sans explication. Le Bitcoin ne peut pas fonctionner sans une chose dont l'or n'a jamais eu besoin, la permission. Non pas d'un dépositaire. Nous avons déjà traité ce point, mais de l'environnement légal et réglementaire qui détermine si le Bitcoin peut être converti en quoi que ce soit de dépensable, si les banques qui le relient à l'économie du dollar sont autorisées à opérer, si le gouvernement en place décide que l'infrastructure qui l'entoure reste ouverte ou est discrètement fermée. L'or a été accepté comme moyen de paiement dans chaque civilisation de l'histoire documentée. Aucune autorisation gouvernementale requise, pas d'application, pas de plateforme, pas de compte bancaire. Une pièce est une pièce. Son poids parle pour lui-même. Le Bitcoin nécessite un environnement où les transactions sont légales,
où l'infrastructure pour l'utiliser reste ouverte et où quelqu'un à l'autre bout peut le recevoir sans risque pour lui-même. Cette dernière condition est celle que le gouvernement américain peut contrôler sans toucher à une seule pièce. En 2023, les régulateurs fédéraux ont lancé ce que l'industrie de la crypto a appelé l'opération Chokepoint 2.0. Les régulateurs bancaires ont envoyé des directives informelles aux banques pour les décourager de servir les entreprises de crypto. Signature Bank, l'une des principales banques servant l'industrie crypto, a été saisie par les régulateurs. Silvergate, l'autre grande banque favorable à la crypto, s'est effondrée la même semaine. Du jour au lendemain, les rampes d'accès et de sortie qui reliaient le Bitcoin à l'économie du dollar avaient disparu. Les détenteurs de Bitcoin avaient toujours leurs pièces. Ils n'avaient simplement plus de moyens simples de les convertir en quoi que ce soit qu'ils pourraient utiliser pour payer une hypothèque, acheter des produits d'épicerie ou répondre à un appel de marge. Les pièces n'ont pas été saisies, les clés n'ont pas été prises, le chiffrement n'a pas été brisé, la tuyauterie a été retirée. C'est la vulnérabilité réelle du Bitcoin pour un Américain détenant une fortune importante. Pas une panne de courant, pas un gouvernement étranger. Le même gouvernement qui a signé le décret 6.2 en 1933 peut aujourd'hui rendre le Bitcoin fonctionnellement inutilisable sans confisquer une seule pièce, simplement en décidant quelles banques sont autorisées à servir quelles industries. Et voici la complication qui impose l'honnêteté intellectuelle. En 1933, les Américains qui voulaient déplacer de l'or à travers une frontière faisaient face à quelque chose de très spécifique, le poids. Une quantité significative de richesse en or est lourde. Elle est détectable. Les agents des douanes savent à quoi ressemble un homme transportant des sommes importantes en or, car l'or est physique et la physique ne se négocie pas. La réponse du Bitcoin à ce problème est réelle. Une personne qui a mémorisé 12 mots peut traverser n'importe quel aéroport du monde, passer n'importe quelle inspection douanière, franchir n'importe quel scanner, sans transporter le moindre objet physique, et de l'autre côté, reconstituer sa fortune entière de mémoire seulement. Aucun agent des douanes n'a jamais saisi des mots mémorisés. L'or réussit le test 5 pour le stockage. Il fonctionne dans n'importe quel scénario, dans n'importe quel pays, avec n'importe quelle contrepartie. 5000 ans de preuves. Mais l'or échoue au test 5 pour le mouvement. Dès que vous essayez de transporter une richesse sérieuse à travers une frontière, la physique travaille contre vous. Le poids est réel. Le risque de saisie est réel. L'histoire confirme les deux. Le Bitcoin réussit le test 5 pour le mouvement. 12 mots mémorisés traversent n'importe quelle frontière du monde sans être détectés. Mais le Bitcoin échoue au test 5 quand le gouvernement supprime l'infrastructure qui le rend dépensable. Non pas par la force, mais en coupant discrètement les banques qui le servent. Les pièces restent. L'utilité disparaît. Aucun des deux actifs ne remplit les deux conditions. Chacun réussit là où l'autre échoue. La question n'est pas de savoir lequel réussit. La question est de savoir avec quel échec vous pouvez vivre. Ce que les banques centrales vous disent. Il y a un signal qui vaut plus que l'opinion de n'importe quel individu. Les banques centrales achètent de l'or au taux le plus élevé depuis les années 1950. 3 années consécutives d'achat record. Et puis, il y a la Russie. Quand l'Occident a gelé les réserves souveraines de la Russie en février 2022, l'effet a été immédiat et chirurgical. Des centaines de milliards de dollars en avoirs numériques, en titres, en devises étrangères et en obligations ont été gelés d'une simple pression de touche. Les comptes ont simplement cessé de fonctionner. L'or que la Russie détenait physiquement à Moscou était intouchable. Chaque once parce qu'aucune institution étrangère ne le contrôlait. Parce qu'aucune pression de touche ne pouvait l'atteindre. Cet or s'est depuis considérablement apprécié. Les réserves numériques gelées restent gelées. Les actifs numériques détenus dans des systèmes étrangers peuvent être saisis par une action gouvernementale coordonnée sans avertissement. L'or en détention nationale ne le peut pas. Une enquête du Conseil mondial de l'or a révélé que près d'un tiers de toutes les banques centrales ont l'intention d'augmenter leurs réserves d'or au cours de l'année à venir. Le chiffre le plus élevé depuis le début de l'enquête. Pas une seule banque centrale au monde n'a officiellement adopté le Bitcoin comme actif de réserve. Il y a une exception qui mérite d'être nommée et examinée attentivement.
En 2021, le Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Acceptation obligatoire, portefeuille soutenu par le gouvernement. Un pari présidentiel sur un nouveau système monétaire. 4 ans plus tard, sous la pression du Fonds monétaire international comme condition d'un accord de prêt, le Salvador l'a discrètement annulé. Le Bitcoin a été rétrogradé de monnaie légale à volontaire. L'expérience a duré un mandat présidentiel. Les États-Unis détiennent une réserve stratégique de Bitcoin, constituée entièrement de pièces saisies lors de procédures pénales. La Réserve fédérale ne détient pas de Bitcoin. Les banques centrales détiennent de l'or en tant que capital de premier rang selon les règles bancaires internationales. Le Bitcoin n'a pas une telle classification. Les personnes disposant des informations les plus complètes, des horizons temporels les plus longs et ayant le plus à perdre, choisissent toujours l'or. C'est un point de données. Ce n'est pas un verdict. La question à laquelle l'histoire ne peut pas encore répondre maintenant. La question non résolue. Frederick Barber Campbell avait son or dans un coffre. Le gouvernement a trouvé la trace écrite. Ils l'ont pris. Stephen Thomas a son Bitcoin dans un coffre. Il a créé le mot de passe. Il a perdu le mot de passe. Il ne peut pas le sortir. La véritable leçon de ces deux histoires est-elle la même? Qu'aucune réserve de valeur n'est plus sûre que le système ou la personne chargée de la conserver. L'or a survécu à chaque empire, chaque monnaie, chaque gouvernement qui a tenté de le contrôler. Le solidus a circulé pendant des siècles après la chute de Rome. Les mathématiques de l'or n'ont rien exigé de l'histoire pour continuer à fonctionner. Le Bitcoin a survécu à des cracks qui auraient mis fin à n'importe quelle autre classe d'actifs et s'est remis de chacun d'eux. Le protocole n'a jamais été forcé, mais il n'a jamais survécu à ce que l'or a survécu. Une guerre mondiale, l'effondrement d'un empire, un gouvernement qui a décidé par un simple décret présidentiel que sa possession privée était un crime. Voici la question que je vais vous laisser. Le gouvernement de 1933 pouvait prendre votre or s'il était visible. Il ne pouvait pas toucher à ce qu'il ne pouvait pas voir. Le gouvernement de 2026 ne peut pas briser le chiffrement du Bitcoin. Mais il peut discrètement supprimer l'infrastructure qui rend le Bitcoin dépensable. Et il a déjà démontré qu'il est prêt à faire exactement cela. Les deux actifs ont une version de la même vulnérabilité. La visibilité pour l'or, la permission pour le Bitcoin. La question à laquelle chaque personne regardant ceci doit répondre pour elle-même n'est pas de savoir quel actif c'est le plus sûr dans l'abstrait. C'est de savoir quelle menace elle juge la plus probable de son vivant. Un gouvernement qui s'en prend à ce qu'il peut voir et peser, ou un gouvernement qui fait discrètement pression sur les banques pour qu'elles cessent de servir toute une industrie, laissant l'actif intact mais impossible à dépenser. L'histoire a produit les deux. Elle ne nous a pas dit lequel viendra ensuite. C'est la question. Merci d'avoir regardé. Si cette comparaison historique a changé votre vision des actifs dans votre propre coffre, abonnez-vous et aimez la vidéo. Nous découvrons l'histoire financière qu'ils ont essayé d'enterrer. Sécurisez votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.